Bonjour et bienvenue au podcast Sustain, Change and Grow, le podcast qui partage des idées et inspire le changement pour un monde meilleur et plus vert pour tout le monde. Je suis la hôte, Dilara Salakova. Impact, c'est un mot qui est en ce moment sur toutes les lèvres. On parle de l'impact négatif, par exemple sur l'environnement, mais aussi d'un impact positif que des gens veulent avoir sur le monde dans le cadre de leur travail. Il y a aussi de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif sur la société, qui se fixent des objectifs autres que le profit, par exemple de bénéficier des consommateurs ou des communautés. Dans cet épisode, on va toucher aux plusieurs sujets. Premièrement, l'entrepreneuriat à impact. Quelle est la différence avec un entrepreneur tout court? Comment on peut redéfinir le business et mieux valoriser des aspects sociaux et environnementaux? Deuxièmement, l'agriculture biologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière le label bio? Pourquoi c'est plus cher et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est mieux de manger des produits de saison et éviter des tomates en hiver? Et dernièrement, qu'est-ce que c'est les jeux sérieux comme fresques du climat ou d'automne? Pourquoi c'est important de parler du changement climatique autour de soi et de se préparer à la transition? De toutes ces questions et de nombreuses autres, on va discuter avec mon invité, Pierre Pointard. Pierre est entrepreneur à impact. En 2016, il a fondé la compagnie Rutabago, la compagnie de livraison de box repas bio. Aujourd'hui, Pierre est un animateur de jeux sérieux d'automne, aussi bien qu'un associé de Team for the Planet. Restez avec nous et j'espère que cet épisode vous plaira bien. Bonjour Pierre, bienvenue dans mon podcast Sustain, Change and Grow et c'est vraiment mon plaisir de t'accueillir. Bonjour, merci. Je voudrais commencer par ton histoire. J'ai trouvé génial la façon dont tu te décris sur LinkedIn comme entrepreneur à impact. Donc du coup, je voudrais bien savoir comment tu es devenu un entrepreneur et surtout un entrepreneur à impact. Est-ce que ça veut dire? Ok. Alors effectivement, c'est deux choses qui sont différentes, qui sont pas arrivées en même temps. J'ai fait une école d'ingénieur sans savoir vraiment ce que je voulais faire. J'ai découvert le monde du conseil et donc je me suis dit bon bah je vais faire du conseil et comme ça je vais pouvoir découvrir plein de métiers différents. À cette époque-là, voilà, je me posais juste la question de savoir de quel métier je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai commencé dans le conseil. Et en fait, c'est au fur et à mesure de mes expériences dans le conseil, j'ai voulu agir concrètement dans la société. En fait, le rôle de conseil, c'est apporter une vision aux entreprises, mais pas forcément prendre des décisions et être à la manœuvre. Et donc, j'avais l'impression de pas avoir d'impact, en fait. Et donc, avec des collègues, on a décidé un jour de se lancer dans notre propre aventure. Donc, vraiment, l'idée, c'était de créer notre propre activité pour être les maîtres, on va dire, des actions qui ont un impact sur la société. On savait pas du tout en fait ce qu'on voulait faire et du coup le mot impact aujourd'hui qui est lié on va dire à l'économie sociale et solidaire, au durable, c'était pas on n'avait pas encore fait ce lien-là. On voulait juste avoir un rôle dans la société, participer. On est parti dans une dynamique d'entrepreneuriat pour créer un cadre de travail et permettre à des personnes de pouvoir travailler dans ce cadre de façon épanouissante. C'est ça notre premier objectif. Et en fait, pour faire ça, du coup, on s'est dit, quelle activité on va faire? Et donc, nous, l'impact, c'était améliorer quelque chose qui ne nous convient pas au quotidien. Et en fait, cette amélioration, donc on était trois cofondateurs dans cette aventure entrepreneuriale. Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est en fait la corvée des courses, la difficulté de bien se nourrir en fait au quotidien. Et donc ça, on s'est dit mais comment faire pour accompagner les gens à avoir un moyen simple de pouvoir bien se nourrir au quotidien. C'est comme ça qu'a démarré notre projet entrepreneurial. C'est comme ça qu'on a créé donc Rutabago, qui est donc une boîte que j'ai lancée il y a 7 ans. Et donc son objectif, c'est avant tout de simplifier l'accès à la cuisine pour chacun. Et donc, on travaille avec des chefs, on travaille avec des petits producteurs. On va faire des kits recettes, donc mettre tous les ingrédients bruts, prédosés, en kit, avec une fiche recette, livrée à domicile, et ce qui permet à chacun, chez soi, de pouvoir se faire à manger soi-même, avec des bons produits,
de façon simple, sans avoir de grandes connaissances culinaires. Et donc voilà, donc vraiment l'objectif premier, c'était de simplifier l'accès au retour finalement à une meilleure alimentation. Et donc là où la partie impact suit, c'est qu'en fait, en se posant ces questions-là, parce qu'en fait, finalement, c'est un enchaînement, c'est tout ne se fait pas d'un seul coup. En fait, la vision, c'est quelque chose qui se construit en se disant, bah, on veut proposer ce service-là. Comment est-ce qu'on va le construire? Et donc, du coup, on s'est ouvert, on a rencontré, on a découvert en fait le monde de l'agriculture. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaissait pas du tout parce que, tu vois, en tant que consultant, j'étais consultant en système d'information, donc ça n'avait rien à voir. Et donc, c'était complètement de façon néophyte. Bah, on s'est ouvert, on s'est renseigné, on a rencontré, et en fait, il nous a semblé que il y avait des méthodes qui étaient plus vertueuses que d'autres. Et donc, on voulait faire quelque chose qui ait le plus de sens possible pour nous, quoi. Donc ça, c'était en 2016. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, dans la chaîne de l'alimentation, eh ben, en fait, il y a l'agriculture. Donc, comment est-ce que on produit, comment est-ce qu'on récolte nos terres, comment est-ce qu'on permet cette production-là. Et donc là, on a découvert, je connaissais pas à l'époque, l'agriculture biologique, voilà, donc qui évite l'utilisation d'intrants chimiques et qui a une philosophie derrière qui est de respecter le plus possible la terre dans son exploitation. Donc ça, on s'est dit, bah oui, il faut valoriser cette agriculture-là. Et puis après, il y a les intermédiaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une agriculture et puis il y a tout le circuit de la distribution avant que les gens aillent les acheter en supermarché. Et alors là, il y a un ensemble d'intermédiaires. Et là, il nous a semblé qu'il y en avait trop et que ça rajoutait du prix et que nous, ce qu'on voulait valoriser, c'était le travail de production de l'agriculture et surtout du produit brut, parce que ce qu'il y a dans notre consommation aujourd'hui, c'est beaucoup de produits transformés qui passent par plein d'intermédiaires pour simplifier le quotidien, mais qui nous déconnectent du produit et de la terre. Et donc, du coup, on s'est dit, eh ben, on va réduire le circuit, on va se mettre en circuit court, le plus proche possible du producteur, sans transformer les produits, de sorte qu'il y ait un lien le plus direct possible entre le consommateur, l'agriculture, en fait, et la terre. Et donc, c'est comme ça que finalement, notre projet entrepreneurial s'est transformé en projet d'entrepreneur à impact, parce que du coup, on a créé, alors, et en plus, j'y mets, donc là, ça c'est pour le produit, donc on a créé un produit certifié bio, en partenariat avec les producteurs, et donc en partenariat, pas en, alors une relation commerciale, oui, mais dans des relations long terme de co-construction pour créer un écosystème. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et puis, il y a la partie gouvernance et gestion de l'entreprise. Donc, pour les collaborateurs, notre objectif premier, c'était de créer un espace de développement personnel et d'épanouissement au travail. Donc, c'était très important pour nous de permettre aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer, participer, avoir un plan de carrière, avoir un plan de formation dans la dimension capitalistique de l'entreprise, de ne pas restreindre le capital à des actionnaires qui le possèdent déjà, mais d'ouvrir finalement la valeur de l'entreprise à tous ceux qui participent à la construire. Et donc voilà, finalement, on a développé une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec le label d'État qui s'appelle l'agrément ESUS. C'est entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Et puis, on a fini par avoir la certification Bicorp aussi. Pour répondre à ta question en ayant élargi complètement le scope, mais il y avait l'envie d'entreprendre en tout premier lieu pour agir plutôt que le conseiller. Et à travers ces pas de l'action et de la réflexion sur quelle va être notre action, et ben en fait on a découvert tout un tas de choses, on les a fait résonner avec le sens qu'on voulait donner, et en fait ça s'est trouvé être de l'impact au sens où on l'entend aujourd'hui. Hier, c'était agir positivement sur la société, et aujourd'hui, ça s'entend par l'impact, et donc quelque chose de durable, d'aligné avec le développement durable, le respect de l'environnement. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, finalement, au fur et à mesure, ça s'est développé. Merci beaucoup. Une réponse bien complète. En fait, je trouvais marrant dans cette explication, ce jeu de mots, parce que pour moi, l'entrepreneur, à la base, c'est déjà un individu qui veut agir, qui veut changer l'état des choses. Donc, Ouais. qui veut créer quelque chose. Et en fait, nous, on rajoute maintenant encore entrepreneur à impact.
ce Ouais. qui est en soi un peu tautologique. Oui, c'est ça. Mais et c'est exactement ça. C'est d'ailleurs, c'est vraiment la première définition du mot, c'est entrepreneur. Et donc, être entrepreneur pour moi, c'était vouloir agir sur la société, donc avoir un impact. Mais ce qu'on met dans le mot impact aujourd'hui, c'est l'impact positif, ou disons que, on va dire dans le monde d'hier, être entrepreneur, c'était créer une activité qui apporte une valeur économique au système et qui vise une viabilité et du coup des bénéfices financiers. La différence, du coup, quand on rajoute à impact, c'est que l'objectif principal de l'entrepreneur n'est plus le système économique, mais plutôt la société. Mhm. Et donc c'est plutôt, enfin voilà, nous ce qu'on disait pour Rue Tabago, c'est un projet de société. C'est pas un projet d'entreprise finalement, c'est un projet de société. C'est quelque chose qui s'inscrit de façon beaucoup plus systémique et qui prend en compte évidemment la dimension économique, puisque une entreprise est un agent économique, mais son objectif n'est pas que de valoriser la partie économique, mais bien de valoriser le patrimoine humain, de respecter l'environnement et d'apporter sa pierre à la construction d'une société. Et voilà, et pas seulement voilà quelque chose d'économique. Donc c'est ça la dimension quand on rajoute le A impact derrière entrepreneur. Finalement, c'est cette dimension. Voilà, il y a des lois qui sont passées. Hein, donc bon, l'agrément ESUS. C'est vraiment cette définition-là, hein, c'est donner un caractère bien plus large à une entreprise qu'à un agent économique. Voilà, et on le voit aussi dans des dynamiques qui sont qu'aujourd'hui, les entreprises deviennent, on a la définition des entreprises à mission. Donc, c'est-à-dire qu'elles se donnent une mission, et donc elles écrivent dans leur statut quelle est leur mission autre qu'agent économique pour participer à la société. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que le mot impact prend son sens. Oui, c'est vrai que maintenant on trouve mission d'une entreprise sur chaque site. C'est pas Ben pour voilà, autant que les entreprises valorisent plus leur mission que les le effets capital. économiques. Donc Oui, c'est et c'est un problème aujourd'hui. Enfin, c'est un problème. Bien sûr, c'est là où on en est aujourd'hui. La société est en train d'évoluer. C'est bien déjà que ce soit écrit. De toute façon, on a tous besoin de ça et de plus en plus. Et enfin, moi-même, j'ai eu l'impression d'avoir une prise de conscience tardive parce que finalement, cette envie d'avoir un impact positif sur la société, elle n'est apparue que avec mon projet entrepreneurial. Je n'avais pas conscience avant, et c'était en 2016. C'est pas si vieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais du monde d'avant, de l'entreprise d'hier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient fondamental. Tout le monde prend conscience des enjeux, de la finitude de nos ressources, du respect qu'on doit avoir de notre planète. Ça va faire sens que demain, un agent qui n'est que économique et qui ne respecte pas une mission plus globale va pas finalement s'inscrire dans un récit de société. Parce que je pense qu'il y a un truc super important qui est que nous tous, les humains, on a besoin d'un moteur, on a besoin de quelque chose qui nous fait vibrer. Je pense que demain, les entreprises qui ne seront pas en cohérence avec ça vont pas persister de fait, puisqu'il y a que des humains qui constituent aussi bien les entreprises que les consommateurs. Tout ça, ça va finir par aller dans la bonne direction et que ce ne sera pas que des paroles et que ça se transformera en acte parce que c'est vraiment ce qu'on voudra faire. j'adore ta vision positive des choses. Quel rôle tu vois pour le capital? Est-ce Ouais. que c'est en égalité avec tous les autres facteurs, environnemental, social, ou est-ce qu'on le met un peu plus bas? D'abord, on favorise les facteurs sociaux et environnementaux, et après, c'est le facteur économique. Moi, ma vision actuelle de ça, c'est que finalement, le capital, c'est un outil, c'est un concept qui a été développé par l'homme pour réussir à coopérer. Donc pour moi, quand on dit outil, ça veut dire que c'est pas une finalité, c'est pas un objectif en soi. Donc il est forcément en dessous d'un objectif de bien-être et de vivre ensemble. Donc pour moi, c'est un outil en fait. C'est un outil. Et en fait, dans notre système aujourd'hui, on en a besoin. Et quand tu me poses cette question-là, moi, ça me fait faire un lien avec le fait que finalement, les richesses aujourd'hui sur Terre, elles sont suffisantes de façon globale. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la répartition en fait de cette richesse. Et donc, c'est juste qu'on a créé un modèle économique qui permet d'augmenter finalement la valorisation
de façon disproportionnée sur des dimensions qui ne sont pas en lien avec le vivant. Donc, ce qui permet de s'enrichir est en incohérence. Il faut le remettre en cohérence et il faut réussir à valoriser les choses qui apportent une valeur non pas que économique, mais de façon systémique. Donc ça, il faut réinventer le modèle de la valeur, finalement, de l'agent capitalistique qu'on utilise en tant que société. Je pense que c'est une dérive qu'il faut qu'on réussisse à remettre au service de l'humain, alors que là, finalement, il est au service de quelques-uns, en défaveur de l'ensemble de l'humanité, quoi. Ouais. En fait, on a un peu pris le problème par l'inverse. On a mis l'outil par un objectif et on a remplacé le nécessaire, le cœur par un effet secondaire. Mais ça, c'est vrai, mais finalement, c'est pas si vieux. Donc, en fait, moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est une histoire de même pas 100 ans. Et 100 ans, c'est rien. Et donc, si en même pas 100 ans, on a dérivé, il faut que en même pas 100 ans maintenant, on se remette dans le bon sens. Et pour moi, ça part un peu de la logique PIB, en fait, qui est l'indicateur capitalistique par excellence, et qui, pour moi, est un indicateur qui ne mesure que du volume et qui ne mesure pas la valeur, en fait. Et donc, en fait, il mesure le mouvement, même si ce mouvement ne va pas dans la bonne direction. Et voilà. Et même si ça ne mesure même pas l'efficacité, ça mesure vraiment le mouvement financier, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est là qu'a commencé la dérive. Et donc voilà, il faut qu'on sorte. Ça a été utile à un moment donné, ça a été utile pour relancer tout un système en sortie de guerre, mais il est largement temps de passer à autre chose et de redéfinir des indicateurs systémiques de société qui font sens pour tout le monde, en fait. Je suis d'accord avec toi que la dérive, elle a commencé à peu près il y a 100 ans, mais de l'autre côté, quand même, à mettre le capital au-dessus tout, ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Qu'en fait, l'accumulation du capital, de l'argent, de bien-être, répartition inégale de la richesse dans la société, c'est à chaque moment de l'histoire de l'humanité. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors là aussi, tu vas dire que je suis optimiste. Moi, ça me fait penser un peu quand tu dis ça, au fait que cette histoire de pouvoir et de richesse, c'est un besoin qui est là pour compenser finalement des manques. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la sécurité, tant qu'on n'a pas assouvi nos besoins primaires et qu'on est en tension par rapport à ça, alors il y a un jeu de pouvoir qui s'installe. Mais justement, il y a quelque chose de génial qui est arrivé avec cette dérive avec le temps, c'est que finalement, on a développé des outils extrêmement puissants qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir se rendre compte, donc à travers des indicateurs mondiaux, que l'humain s'est tellement amélioré, a tellement développé d'outils que en fait, il est capable aujourd'hui de faire disparaître ses besoins vitaux pour tous les habitants de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a assez de richesses qui sont créées pour garantir à chacun de vivre avec un minimum vital. Et donc, normalement, moi, j'espère, enfin, je me dis que on en est arrivé à un niveau de maturité de l'espèce humaine qui fait que elle est en capacité de se sécuriser, c'est-à-dire que il y a plus à mourir de faim sur Terre, il y a plus être en danger sur Terre, il y a plus à ne pas réussir à assouvir ses besoins primaires, il y a tout ce qu'il faut. Et une fois qu'on en est là, du coup, on peut rentrer dans un nouvel âge finalement, une dimension qui est plus coopérative où le pouvoir a moins d'importance parce qu'en fait, on a déjà le nécessaire. Et donc en fait, pour moi, on est arrivé à un moment donné où c'est génial parce ce qu'on peut inventer pour demain, c'est vraiment de nouvelles préoccupations où on peut s'élever à un autre niveau parce que vraiment tout ce qui est basique, c'est des choses dont on n'a plus à se soucier en fait. Parce qu'on a réussi à créer tout ce qu'il faut pour subvenir à tous ces besoins-là. Pour rendre ça concret, il reste aujourd'hui des inégalités qui fait que tout le monde n'a pas cette base minimum pour répondre à ses besoins
parce qu'il y a une mauvaise répartition des richesses et parce que il y a aussi ceux qui ont énormément de richesses qui, finalement, on se rend compte qu'à un certain niveau de puissance financière, ça ne touche plus justement l'amélioration du bonheur. C'est-à-dire que je pense que si depuis la nuit des temps, il y a toujours un jeu de pouvoir, c'est parce que l'homme fondamentalement a envie d'être heureux et que en fait c'était le moyen d'y parvenir. Mais on se rend compte que finalement, une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, ça ne change plus le niveau de bien-être. Donc finalement, quand on arrive à ce niveau-là, il faudrait répartir cette richesse pour qu'on soit tous au même niveau de bien-être et que du coup ces jeux de pouvoir disparaissent et qu'on puisse créer une coopération qui n'a rien à voir et qui ne parle plus des mêmes enjeux et qui ne donne plus les mêmes envies de développement de société. Très belle vision. J'adhère. Et maintenant, juste pour répartir quand même sur ton projet de Rotabago, que je trouve vraiment génial. Il me semble que j'ai vu même à un moment la publicité dans le métro de Paris. Et Oui. Est-ce que c'est vrai? Ok. Oui, tout à fait. Je me suis pas trompée parce que le nom me parlait. Oui, on est allé jusqu'à, on est passé dans quelques JT, on a fait une campagne de pub télé et on a fait une campagne de pub métro. D'accord. Parce que dans le projet entrepreneurial, effectivement, il y a un des gros défis, c'est comment se faire connaître, comment gagner en visibilité. Et donc ça, pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire, est une sorte d'ambivalence parce que j'ai envie de dire, dans les choses à améliorer dans notre société, dans tout ce que je viens de dire, il y a aussi le poids de la publicité, en fait, de la bande passante qu'on retire à l'humain pour lui envoyer des messages et pour orienter sa consommation. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie des choses à revoir. C'est-à-dire que du coup, on est rentré dans une société de consommation, on consomme trop, on veut toujours plus, on a besoin de toujours plus et on se rend pas compte que finalement tout ça ce sont des leurres, ce sont des addictions à une recherche, une fuite en avant de choses qui sont à l'extérieur alors que le bonheur est bien plus simple et il est à l'intérieur de soi. Donc voilà, et donc la publicité, pour faire cette introduction là, pour moi fait partie des éléments qui viennent nous distraire et qui nous éloignent en fait du bien-être que l'on peut viser. Voilà. Mais du coup, quand on est une jeune entreprise et que on propose un service qui nous semble apporter une valeur ajoutée à la société et qui va dans le bon sens, eh bien, on a envie d'être connu et d'en faire profiter le plus grand nombre. Et du coup, on a envie d'en faire la publicité. Donc, voilà. Ce qui est normal, parce Et oui, que si t'es pas connu, et surtout t'es pas connu, mais aussi se faire choisir. Les consommateurs devraient aussi choisir parmi tout ce qui est disponible. disponible sur le marché. C'est vraiment pas évident. Et si chacun, même avec les meilleurs projets, se lance pour créer un produit à un impact, il y a quand même toujours les compétitions. Et Ouais. on finit par avoir la publicité. T'as une idée comment ne pas l'avoir? Ce que tu viens de dire, finalement, c'est le principe, c'est la compétition. Ce qu'il faudrait, non, j'ai pas réfléchi encore à ça. C'est un sujet super intéressant parce que, comme tu dis, en fait, il y a des super projets, il y a des super idées d'entrepreneurs, des super entreprises qui méritent d'être connues. Donc, comment en faire la promotion? Comment permettre au plus grand nombre d'y avoir accès? Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc si le lien que je peux faire, c'est juste que, étant donné qu'aujourd'hui on est dans un système économique qui valorise l'argent, ceux qui ont déjà le plus d'argent, qui permettent d'avoir le plus de visibilité. Et donc en fait, c'est le lien avec le capital qui fait le problème finalement de la promotion. Le départ inégal. Ouais, Que la masse d'argent définit la masse de publicité et pas la ouais. qualité de produit. Ouais, tout à fait. Et donc ça veut dire que c'est les moyens financiers qui vont déterminer la capacité de notoriété plutôt que le sens du projet et sa valeur ajoutée pour chacun d'entre nous en fait. Donc comment un citoyen peut trouver ce qui lui correspond le mieux? En fait, il est aujourd'hui bombardé par des recommandations qui sont émises par ceux qui ont le plus d'argent. Et donc c'est pas forcément les recommandations qui font le plus sens pour cette personne. Donc c'est cette décorrélation là qui va pas, je dirais. D'accord. Et l'agriculture biologique. Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est juste la question de santé pour ceux qui mangent non bio? Est-ce que il y a aussi les enjeux environnementaux? On Ouais, commence par ça et après il y a un gros sujet sur les labels bio. Est-ce que ouais, ça représente bien l'agriculture biologique? ok. Comme je le disais tout à l'heure, j'y connaissais rien du tout. J'ai appris en rencontrant,
en me documentant. Et en fait, j'ai appris plusieurs choses. Donc, comme tu dis, il y a le label, et moi, je dirais, il y a la philosophie. Déjà, pour moi, c'est deux choses différentes. Ce que j'ai découvert, moi, en tant que néophyte, comme ça, juste en allant à la rencontre, c'est que l'agriculture, c'est un métier compliqué. C'est un métier qui est dur, qui est manuel. Et donc, du coup, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a plusieurs façons d'en faire de l'agriculture. Et il y en a qui sont plus ou moins efficaces à court terme, et il y en a qui sont plus ou moins impactantes à long terme. Et donc ça, le truc, c'est qu'il y a que l'expérience et le temps qui permettent d'en faire l'apprentissage. Donc je dirais, la prise de conscience, c'est qu'on en revient au développement de l'humanité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de manger. Et donc plus on a été nombreux, plus il a fallu trouver des moyens de pouvoir produire pour pouvoir nourrir le monde. Et donc ça fait que chacun gère son potager. Ça a ses limites pour l'autosuffisance alimentaire. Surtout qu'il y a d'autres activités. Donc en fait, on a une société où on s'est spécialisé. C'est-à-dire que chacun va faire un métier qui va participer à un bout de la chaîne de l'ensemble de la valeur qu'on peut créer. Et donc il y en a qui se concentrent sur l'alimentation, d'autres qui se concentrent sur d'autres sujets, quoi. Donc il y en a qui ont professionnalisé du coup les outils pour réussir à s'alimenter. Et donc sont devenus agriculteurs. Et plus il a fallu produire, plus il a fallu trouver des moyens de produire beaucoup. Donc moi je dirais, tu vois, c'est pareil pour le monde de demain. Un des chemins pour moi, c'est un peu la désindustrialisation et la démassification. C'est-à-dire qu'il faudra retrouver des tailles de communautés qui sont plus petites pour sortir de systèmes de massification qui donnent un effet de bulldozer en fait pour moi. Donc il y a quelque chose d'un peu plus slow, d'un peu plus low-tech, qui ferait plus sens, parce que du coup, cette course à réussir à faire plus, à produire plus, à amener de la performance, nous a amené à créer la monoculture, à exploiter en fait et à mettre des intrants pour avoir les bénéfices le plus rapidement possible de l'exploitation de la terre pour pouvoir nourrir les gens. Sauf que ça se traduit par de l'exploitation intensive de ressources que nous donne la terre, et en fait cette exploitation, on l'utilise trop vite par rapport à ce que la terre est capable de régénérer. Ça, c'est ma prise de conscience a posteriori. Mais du coup, si on en revient sur l'agriculture biologique ou pas, disons, l'agriculture biologique, à la base, en fait, pour moi, c'est une philosophie qui vise à dire que on va exploiter la terre en essayant de respecter le plus possible les cycles de la nature. On en revient presque à la publicité. Comment est-ce que tu valorises cette approche-là? Parce que forcément, ça veut dire que tu vas passer plus de temps avec moins de moyens techniques, puisque mettre des intrants chimiques dans la terre, en fait, tu vas appauvrir les sols, tu vas polluer les eaux de façon systémique, ça ne fait pas sens. Par contre, économiquement et à court terme, c'est plus rentable parce que tu vas mieux exploiter les ressources, quitte à polluer finalement, et donc, du coup, tu vas économiquement mieux t'en sortir. Résultat, l'agriculture bio coûte plus cher dans un monde économique. Et donc, on se pose la question de comment est-ce qu'on valorise auprès du consommateur le fait qu'on a un produit qui coûte plus cher parce qu'il respecte de façon systémique un écosystème par rapport à quelque chose qui est plus efficace à court terme, mais qui a des impacts négatifs qui ne sont pas calculés dans le monde économique. Et du coup, tu as l'apparition d'un label. Et donc, ce label, il vient mettre des garde-fous sur des choses qu'on veut s'interdire dans une agriculture qui respecte un écosystème. Et donc c'est là où tu passes de la philosophie au label. C'est un label, qu'est-ce que c'est? C'est des règles en fait, un cadre légal qu'on peut respecter ou ne pas respecter. Une philosophie, c'est plus global, c'est une intention en fait. C'est comme quand tu disais tout à l'heure, il y a la mission de l'entreprise et puis il y a ce qu'elle fait vraiment. Donc tu peux très bien avoir quelqu'un qui a des pratiques agricoles extrêmement respectueuses de l'environnement, qui pense systémique, et qui ne va pas aller chercher le label parce que le label, il faut faire appel à un organisme de contrôle externe, des prélèvements, des coûts, etc. Et du coup, tous ceux qui font l'effort, ce sont des gens qui, encore une fois, payent un système pour se faire reconnaître sur une démarche, alors que ce serait peut-être les solutions polluantes qui devraient être plus taxées. Un autre point, c'est qu'il y a aussi des gens qui suivent pas la philosophie, mais parce que bio, ça paye plus cher, ils vont aller chercher à obtenir le label. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que tu peux du coup faire de l'agriculture intensive, monoculture, et avec plein de choses qui ne vont pas, et avoir le label. Parce que le label bio aujourd'hui, ce n'est que interdire l'utilisation d'intrants chimiques dans ton agriculture. C'est tout. Donc, elle ne comprend pas en compte le bien-être des animaux? Si,
Ça pourrait être plus pris en compte. Dans l'élevage, il y a le nombre de mètres carrés minimum accordé par animal dans le label bio. Effectivement, tu as raison. Donc, il y a une première prise en compte de ça. Maintenant, c'est pas non plus foufou, quoi. Donc, ça va un peu plus loin que ça. Mais c'est vrai que majoritairement, on parle plus de ça. Quand on parle de la bio, on parle des pesticides, en fait, dans le traitement des terres agricoles que aussi dans l'alimentation pour les animaux. Ça peut aussi faire partie de son bien-être. La question de la santé est encore débattue sur le bio, mais pour moi, la première question, c'est plutôt le respect de l'écosystème. Pourquoi mettre des intrants chimiques qui vont appauvrir les sols et polluer les eaux, voilà, dans la gestion de notre agriculture? Parce qu'en fait, à court terme, ça se voit pas, mais à long terme, il y a de l'impact. Et donc, on va le retrouver sur la pollution et donc la santé. Mais pas la santé de ce qu'on consomme, la santé globale de la société dans laquelle on vit finalement. Par la pollution, vivre à côté d'un champ pesticidé, bah, t'as autant de pollution qu'en ville, quoi. Enfin, je suis pas scientifique et je vais pas m'avancer sur une proportion, mais en tout cas, voilà, il y a une pollution. Donc, il y a quand même un impact. Donc voilà, donc effectivement, le label bio, il est réducteur. Enfin, nous, on a pris ce choix-là parce que on en revient à se faire connaître et avoir de la visibilité auprès de la population. Et donc, un label, sa force, d'être clair, donc de donner de la visibilité et d'expliquer ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et donc, le label bio, il apporte ça. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres labels pour d'autres axes. Conditions de travail, l'importation, des méthodes agricoles au-delà des engrais. C'est pour ça que parler d'agroforesterie, c'est intéressant, d'agroécologie, de permaculture, puisque c'est la combinaison des produits qu'on va utiliser et des méthodes et des circuits de distribution et du transport qui vont faire l'ensemble de ce qui est respectueux de façon systémique. Un label ne traite qu'un point alors que la problématique est systémique. Ça ne peut pas répondre à tout et comme tu dis, on peut se retrouver avec des produits labellisés qui font pas sens. Donc par exemple, des plats ultra transformés, vendus en grande distribution, labellisés bio. On sait qu'il n'y a pas d'intrants chimiques qui ont été utilisés pour cultiver ces produits-là. Pour autant, est-ce que ça fait sens? La question se pose. Et vous, avec Rutabaga, est-ce que vous allez un pas plus loin que label bio ou vous avez juste dit, OK, c'est label bio, tout le monde le reconnaît, c'est bon? En fait, au début, on voulait même pas le label bio parce que on a rencontré des petits producteurs qui faisaient un super boulot et qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se faire certifier. Et donc, on trouvait ça dommage de les laisser sur le côté alors qu'ils faisaient un travail génial. On a quand même fait le pas de se faire certifier bio et de n'utiliser que des produits bio pour faire la promotion de cette dynamique-là, pour faire la promotion de la philosophie qu'il y a derrière et en se disant que par ailleurs, on allait accompagner, donc il y a des boîtes qui le font très bien, c'est accompagner les gens vers la transition à l'agriculture biologique, aider le financement des petits producteurs qui n'ont pas les moyens, etc. Donc on avait fait ce choix-là, ça c'est le premier point. Là où on allait plus loin, c'est que c'était vraiment des partenariats, et donc si tu veux, on rencontre nos producteurs, on rencontre nos partenaires et donc on s'intéresse à leur philosophie, à leur façon de travailler qui va plus loin que seulement le label. Et donc c'est un premier filtre. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit bon, on va travailler que avec ceux qui sont certifiés et une fois que on travaille avec ceux qui sont certifiés, eh ben il y a un sous-ensemble. Et donc on travaille pas avec tous ceux qui font du bio, on travaille avec ceux qui font du bio et qu'on a rencontré et avec qui on est en accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. En agriculture bio, c'est pareil. Tu peux aussi faire des produits hors saison. Donc par exemple, tu peux très bien avoir des tomates en hiver qui ont poussé sous serre et qui sont bio. Bon bah pour moi ça fait pas forcément sens. Et donc, ce qui fait que il y a une logique qui est de respecter les saisons. Faut pas les chauffer, les serres, parce que du coup, ce qui prend de l'énergie, qui consomme du fossile, c'est le chauffage. Une serre, mais pas chauffée. Et puis, essayer de faire pousser dans la nature des produits contre saison, en fait, ça n'a pas de sens. C'est pareil. Systémiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de mettre de l'énergie à un endroit qui n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, manger de saison, c'est la base. Avoir une agriculture qui ne pollue pas, ça me paraît intéressant. Manger des produits quand c'est la saison, ça me paraît indispensable. Faire soi-même sa nourriture avec des produits bruts et ne pas utiliser des produits qui sont ultra transformés, du coup qui vont contenir des conservateurs et des choses et des emballages et donc du plastique, ça fait sens aussi. Donc voilà, donc tout ça dans le projet Rutabaga, il y a avoir des produits bruts qui sont de saison et qu'on va cuisiner soi-même et on va retrouver la vraie saveur du produit. Et donc l'agriculture biologique, ce n'est qu'un élément d'une chaîne globale qui est le chemin qui vise à nous rapprocher de la terre, revenir à quelque chose d'un peu plus ancré au sol. D'accord. Là, ce sera des questions simples et rapides, juste pour clarifier des choses. Ok, ça marche. Ici, le cerf chauffé est chauffé avec de l'énergie verte. Ouais, ça reste de l'énergie.
Ils ont En fait, une consommation de plus de quelque chose qui n'est pas même exactement. censé être là. Exactement. Mais tu vois, je fais le lien avec l'atelier d'automne, juste dans la préoccupation systémique du fait que l'humain est en train de réchauffer la planète et que il faut réduire le réchauffement climatique. C'est l'homme qui doit s'en charger puisque c'est lui qui en est responsable. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il faut moins produire parce que ce qui réchauffe, c'est les processus de transformation, les processus énergétiques, c'est l'utilisation de l'énergie pour produire et du coup consommer. Et donc du coup, quand on se dit ça, voilà, si on veut réduire notre impact sur le réchauffement climatique, la première chose à faire, c'est la sobriété, c'est-à-dire de se poser la question de savoir si on en a besoin ou pas. Donc est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Et donc du coup, la première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut chauffer une serre? Normalement, la nature est bien faite, c'est le soleil qui chauffe la terre et ça fait pousser naturellement. Le problème, c'est la productivité, parce qu'on veut en faire plus. Mais en fait, on en a trop. Il faut peut-être se concentrer sur le gaspillage alimentaire, la ventilation des produits. Enfin, il y a plein de choses à faire autres que de produire plus. Pas produire plus, mais c'est produire mieux. Parce Oui, qu'en fait, oui, on a trop, mais est-ce qu'on a trop de tomates en hiver ou est-ce qu'on a trop de... non mais c'est ça. Mais donc en tout cas, c'est pas un problème simple. Mais et je dis pas, peut-être qu'il y a des moments où il faut le faire. Mais en tout cas, la première question à se poser, c'est la sobriété. Est-ce qu'on peut s'en passer à ce moment-là? La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mutualiser? Donc, et donc c'est plutôt la question de la performance. C'est-à-dire que plutôt que de faire pousser à l'air libre, bon bah si on met sous une serre, bah en fait on va contenir l'énergie solaire et donc du coup on va avoir plus de chaleur et on va aider. Donc ça c'est si on a vraiment besoin de manger. Donc la question de sobriété. Est-ce qu'on a assez à manger ou pas? Bon bah si on n'a pas assez à manger, ok. Donc on va mutualiser les forces pour avoir plus de performance. D'accord. Et après, si on a mutualisé les forces et qu'on a quand même besoin de chauffer parce qu'il n'y a pas assez de soleil, alors on va substituer l'énergie fossile à une énergie renouvelable. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. C'est la sobriété avant tout, la performance ensuite et la substitution en dernier recours. Et disons que le défaut de se dire on va continuer à faire comme hier, mais on va juste faire des énergies vertes, ce ne sera pas la bonne réponse dans le sens imaginons que demain, on ait une énergie verte, 100% disponible, et qui soit gratuite. On a autant d'énergie qu'on veut et elle pollue pas. Si on reste dans notre système actuel, ce qu'on va faire, c'est on va en profiter. C'est-à-dire qu'on va produire plus, on va faire plus, et en fait, ce toujours plus, ça va utiliser les ressources, ça va appauvrir la terre, et en fait, il va y avoir d'autres limites. Il n'y a pas que la limite de l'énergie, c'est qu'il y a la limite de l'eau potable, il y a la limite des métaux, tout est limité. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on n'était pas très nombreux sur Terre jusque-là. De par la population et de par les techniques et l'industrialisation du monde, on se rend compte que l'humain a les moyens d'aller taper beaucoup trop dans les ressources de la Terre, beaucoup trop vite par rapport à sa capacité à se régénérer. Le relais suivant, ce serait les autres limites planétaires qui apporteraient leurs limites. Donc on en revient à la substitution, c'est seulement si on ne peut pas se passer de. La première chose à faire, c'est utiliser moins d'énergie. Donc c'est moins, mieux, et après, vert. Mais le verre, il est en dernier. Ouais, c'est pas que le verre, c'est la solution pour tout. Exact, pas du tout. Et pour l'emballage, on dit tellement de déchets. Ouais. Comment, avec Rotabago, vous avez trouvé les moyens, peut-être les nouvelles technologies pour avoir moins d'emballage et l'emballage surtout moins de plastique? Première chose, c'est le fait qu'on utilise des produits bruts. Ils n'ont pas besoin d'être emballés, ils n'ont pas besoin d'être conservés. Sur toute la partie fruits et légumes, quand même de l'emballage, c'est-à-dire qu'on mettait des sachets en craft. C'est du bois. Dans le monde de l'emballage, la préoccupation, c'est le poids. Ça veut dire que finalement, c'est le volume de matière qu'on va utiliser. Donc l'objectif principal, c'est qu'il y ait le moins de volume de matière utilisé pour faire de l'emballage. Il faut des sachets qui soient le moins épais possible. Quand on reprend le triptyque, pour pouvoir être livré de ces produits chez soi, est-ce qu'on a une solution de se substituer à l'emballage? Non, il faut pouvoir le transporter. Par contre, on a développé des solutions. Si tu es livré à vélo à Paris, et donc c'est proche de l'entrepôt, on va pouvoir te livrer dans un sac réutilisable, et donc tu prends tes produits directement. Le sac, du coup, on va le réutiliser. Mais s'il n'y a pas de retour de l'emballage possible, on n'est pas sur la sobriété. Du coup, on va aller sur la performance. Performance, ça veut dire que un emballage qu'on doit utiliser, donc par exemple la viande, elle peut pas être conservée de façon correcte
direct, sans emballage, plastique. Comment est-ce qu'on fait? Il faut que l'emballage soit le plus fin possible pour qu'il y ait le moins de matière possible. Donc ça, c'est la partie performance. Après, c'est la substitution. Et donc, est-ce qu'on arrive à avoir des plastiques qui sont pas issus du pétrole? Est-ce qu'on peut avoir du plastique à partir de cellulose de bois, à partir d'autres procédés? Et donc biosourcés, mais qui restent biodégradables. Donc il y a la question de la gestion des déchets. Donc il y a toutes ces questions qu'on s'est posées. Donc finalement, le plus possible, c'est donc premier point, c'est comment est-ce qu'on réduit l'emballage. Donc on en met le moins possible. Nos recettes, elles sont donc dans un sachet Kraft où il y a tous les produits dedans, bruts. Et donc ce qui fait qu'il va y avoir 5 sachets pour les courses d'une semaine entière. Donc c'est limité. Après, donc la viande et le poisson, c'est un problème parce que eux, dans un système de conservation, on est obligé d'avoir du plastique. On n'en a pas parlé non plus, mais il y a l'alimentation végétarienne. Il y a la solution aussi de dire que avec Rutabago, on propose aussi des menus complètement végétariens. Et donc on peut arrêter la viande et le poisson, moins d'emballage. Et la viande, en termes d'empreinte, c'est énorme aussi, puisque en fait, il y a énormément de terres agricoles qui sont utilisées pour cultiver l'alimentation des bêtes. Tu connais le Alors chiffre? ouais, justement, on avait fait le travail avec Rutabago. Typiquement, voilà, dans le projet entrepreneurial, il y avait la question des financements. Et donc, il y a l'agence bio, qui est une agence rattachée au ministère de l'Agriculture et qui peut donner des subventions pour les projets comme le nôtre. Il nous avait demandé quelles étaient les surfaces agricoles nécessaires pour produire tout ce qui permettait de livrer nos clients. Et en fait, en faisant ce travail-là, on a découvert que les surfaces agricoles nécessaires à la production pour les clients de Rutabago, au hasard, on va dire 1000 hectares. Sur 1000 hectares, on fait 9 recettes par semaine. Sur les 9, il y en a 5 qui sont végétariennes, 2 qui sont avec du poisson et 2 qui sont avec de la viande. Pour simplifier le calcul, admettons que ça fasse 4 recettes avec une protéine animale. Et donc une recette avec la protéine animale, en gros, il y a 100 grammes de protéine animale par personne sur une recette qui fait 500 grammes. Donc ça veut dire 20%. Donc on a 2 recettes qui contiennent 20% de protéines animales. Le reste, c'est que du végétal. Donc ça fait 2 fois 20% sur un total de 9 recettes. Eh bien, la surface agricole des 1000 hectares, il y en a 900 qui sont consacrés à faire ces 2 fois 100 grammes de viande pour nourrir les animaux. La majorité de l'espace agricole est consacrée à 90% à pouvoir nourrir les bêtes. Parce que la surface agricole nécessaire pour nous nourrir, nous, en légumes, elle est beaucoup plus faible que celle des animaux. Au-delà de l'empreinte de la viande sur les gaz à effet de serre, c'est aussi l'espace agricole dédié à l'agriculture pour le bétail. Et donc, on pourrait récupérer énormément d'espace. Il y a une des questions qui est, oui, mais avec l'agriculture biologique, on perd en performance. Et donc, du coup, on ne pourra pas nourrir la planète si tout le monde est en agriculture biologique parce qu'il y a un mauvais rendement. Il suffit juste de réduire légèrement la viande et il n'y a plus de problème. Vraiment, il n'y a plus de problème. Et peut-être il y aura encore de l'espace pour replanter les arbres. Exact, ouais. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la déforestation sert à mettre des champs qui permettent de produire de la nourriture pour les bêtes. Oui, comme chiffre, c'est vraiment énorme. Ouais. Ça choque. Moi, ça m'avait choqué. Voilà, je l'ai découvert à ce moment-là. Donc maintenant, j'en ai un peu plus conscience. On sait que c'est dans la tradition de manger beaucoup de viande. Ouais. Donc pour les agriculteurs, surtout qui élèvent les bétails, ça fait partie aussi de la tradition. En fait, si on attaque, qu'il faut réduire la consommation de la viande, il faut réduire la production de la viande, on attaque quelque chose qui est vraiment très profond. Quelle est la solution? Mais ça, du coup, effectivement, c'est un exemple, mais pour moi, on peut le prendre aussi de façon systémique. C'est que on peut faire le constat du fait qu'il y a une dérive. Il y a une dérive de notre société qui est appuyée sur des mauvais indicateurs et qui, depuis quelques dizaines d'années, prend pas la bonne direction. Faire le constat, c'est pas juger et critiquer et remettre en question tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est poser la question de comment est-ce qu'on construit la trajectoire de demain. Comment est-ce qu'on met les nouveaux indicateurs et comment est-ce qu'on accompagne? Quand tu dis que c'est ancré, donc du coup, ça veut dire que la conversion s'accompagne. Ça veut dire qu'il faut pas laisser les gens tout seuls. Ça veut dire que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça passe par l'éducation, la formation, la reconversion. Et pour moi, il y a tout un pan qui doit être consacré à la planification de la transition, qui est les métiers de demain ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on accompagne les populations à aller vers les métiers qui sont en cohérence avec demain? Parce que, en tout cas, mon point de vue, attention, c'est un petit peu moins optimiste, c'est que il y a des pratiques qui sont ancrées, très bien. Mais le fait est que
si on ne change pas et qu'on ne prend pas l'initiative de faire un plan de transition, d'accompagner les changements, un jour ils vont être subis et ça va être brutal. C'est-à-dire qu'un jour, si on parle de ça, qui font de l'élevage intensif de bêtes dans des bâtiments fermés, voilà, parce que c'est là où c'est le plus productif, etc. Qui du coup ont besoin d'alimentation pour leurs bêtes et qui, en fait, cette alimentation, en fait, elle est cultivée en monoculture avec des pesticides sur des énormes zones et donc avec des engrais de synthèse, avec des machines qui roulent à l'essence, avec du transport, voilà. Il va y avoir des crises qui vont arriver et qui vont perturber le processus logistique qui va permettre à cette production de pouvoir être maintenue. De toute façon, ça va finir par ne plus pouvoir se faire. Donc la question, est-ce qu'on attend ce jour, et ce sera dur parce que ce sera brutal, ou est-ce qu'on commence à se convertir aujourd'hui, on change nos habitudes, on va vers un nouveau modèle, et comme ça, le jour où on n'aura plus le choix, ce sera pas grave parce que on aura pivoté. C'est le moment de faire pivoter la société. Mais parce que, en fait, on s'égare dans le modèle. C'est juste, il n'est pas soutenable. Évidemment, tout s'explique sur le système actuel et il n'y a pas à remettre en question ça. Tout est logique et tout fait sens, en fait. Prenons conscience de ce que ça génère maintenant et donnons-nous un objectif de direction à aller et du coup, établissons une feuille de route, en fait. Et rien n'est impossible. Il suffit juste de l'imaginer. Je pense que le seul point, c'est qu'il faut pas être dans le déni. Faut pas se dire non, mais moi je ne veux pas bouger. Parce qu'en fait, de toute façon, ça va bouger. Une action, finalement, c'est aussi une décision de ne pas bouger. Donc, oui, bien sûr. Mais et qui n'est pas la plus safe. Hein. C'est une réflexion court terme. C'est-à-dire qu'elle est rassurante pour le court terme, mais elle met en danger pour le lendemain parce que il faut se préparer à la suite. Ouais. Où t'en es maintenant avec le Rutabago? Ça existe toujours non? Ouais. Alors oui, Rutabago existe toujours. Donc effectivement, la nouveauté, c'est que, disons, je suis plus le dirigeant de Rutabago depuis 2022. Donc c'est pour ça aussi que des fois, je parle au passé, et je parle au présent dans nos échanges. Rutabago, ça a été créé en 2016 et dès le début, c'est une start-up et donc il y a un besoin de financement dans ce système économique. Et donc dès le début, nous, on a fait le choix de faire appel au crowdfunding. Donc permettre aux citoyens de devenir actionnaires au même titre que nos collaborateurs, donc de l'entreprise. Donc ça, on a fait ça sur plusieurs années. Il y a plus de 500 particuliers qui étaient du coup actionnaires de Rutabago, puis des business angels qui nous ont rejoints, puis des fonds d'investissement qui nous ont rejoints aussi, jusqu'à Biocop qui faisait partie du capital. Donc tout ça, ça nous a permis de nous développer pendant 7 ans. Et donc l'année dernière, il fallait qu'on fasse un dernier tour de table avant d'atteindre notre seuil de rentabilité. Donc on n'a pas réussi à boucler ce tour de table. On était dans un moment assez frileux dans le monde de la bio, dans le monde économique de façon globale, et donc on n'a pas réussi à trouver notre besoin de financement, ce qui fait que on a été obligé de passer en liquidation judiciaire, ce qui fait que mon aventure entrepreneuriale au sein de Rutabago, avec mes 2 associés, s'est terminée, et que l'ensemble des actionnaires de Rutabago sont sortis du capital de l'entreprise pour permettre du coup à un repreneur plus solide financièrement de pouvoir reprendre l'activité et de continuer l'activité. Donc ça s'est passé l'année dernière. Donc c'est avec le recul, je peux en parler sereinement, mais c'est des moments aussi dans la vie, voilà, dans la vie de l'entrepreneur, il y a plein de choses. Hein. Il y a au moment de la création, l'inconnu, le développement, monter l'équipe, accompagner les collaborateurs, donc le RH, la structuration, le développement commercial, le financement et du coup, je suis passé aussi par la liquidation. C'est des moments difficiles, mais voilà. Donc ce qui en ressort, c'est que ce qu'on a réussi à sauver, c'est que la marque Rutabago existe, le service existe, les clients peuvent continuer à profiter du service, que nos producteurs, nos fournisseurs continuent à cultiver et nous approvisionner tous ces bons produits. Et donc finalement, c'est que la partie capitalistique de l'aventure qui n'a pas pu continuer. Et finalement, c'est pas le plus grave. Si on met son ego de côté, c'est pas grave et c'est chouette que du coup, ce service puisse perdurer. C'est ce qui fait. Est-ce que c'est toujours le même service comme vous l'avez perçu? Oui, ouais, tout à fait. Moi, j'ai participé avec mes associés à créer cette continuité pour que le même niveau d'exigence soit apporté. Donc évidemment, il y a des adaptations, il y a des modifications, mais voilà, de façon globale,
Je pense que c'est une bonne chose. Après, je peux pas prédire l'avenir et de ce que ça deviendra, mais en gros, c'est un concurrent qui nous a racheté. Et c'est un concurrent qui n'était pas sur l'agriculture bio autant que nous, pas sur les mêmes engagements de l'économie sociale et solidaire, et qui aujourd'hui en prend le chemin, qui fait de plus en plus de sourcing bio, est en train de passer sa certification B Corp, qui structure en fait l'entreprise dans une direction qui est très proche de ce qu'on avait développé avec Rutabago. Et donc en ça, c'est une super nouvelle puisque ça aura insufflé cette culture, cette philosophie d'entreprise chez le repreneur. Donc c'est une super fierté. Puis en fait, bah pour moi, c'est l'occasion d'arrêter quelque chose pour commencer quelque chose qui peut être encore plus grand. C'est chouette parce que du coup, je m'étais concentré. Enfin, comme je te l'ai expliqué. Finalement, j'ai découvert l'impact que l'on a, l'humain, notre écosystème, la problématique systémique, à travers mon projet entrepreneurial. Et du coup, j'ai essayé de le traiter à travers ma proposition de service par l'alimentation. Mais en fait, c'est un sujet vachement plus global. Et donc aujourd'hui, moi, je suis super excité de pouvoir élargir mon périmètre d'action sur de la sensibilisation, sur les sujets de la mobilité, sur les sujets du logement, toujours sur l'alimentation, mais voilà, il y a plein d'autres sujets passionnants et donc j'ai envie de prendre un petit peu de recul et de pouvoir parler des sujets de façon plus globale. Fin de cette aventure entrepreneuriale, bah, c'est l'opportunité de pouvoir passer à une nouvelle étape. Chaque fin, c'est toujours le début d'autre chose et ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il y a un an, je suis allé à un événement qui s'appelle l'Univers Shifté, qui est en fait l'université d'été du Shift Project, qui est un think tank sur les enjeux environnementaux. Et j'y ai découvert un atelier qui s'appelle 2 tonnes. C'est un serious game. On invite les participants à se projeter dans l'avenir jusqu'en 2050 pour imaginer finalement leur mode de consommation dans un monde où on a cette prise de conscience où il faut réduire notre empreinte carbone. J'ai envie de dire mon après de Rutabago, mon après de l'entrepreneuriat, c'est élargir le scope des sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire que j'étais centré sur l'alimentation et en fait aujourd'hui j'ai envie de m'ouvrir plus largement à tous les sujets autour des enjeux de la transition écologique et voilà, et donc je trouve que l'atelier d'automne est vraiment un outil de sensibilisation super pédagogique, ludique et donc du coup qui permet de rayonner et de faire prendre conscience des ordres de grandeur en fait autour de la transition écologique. Donc, tu es devenu l'animateur, c'est ça? Exactement. L'animateur de 2 tonnes. Alors ouais, en fait j'ai découvert l'atelier et donc je l'ai fait en tant que participant et j'ai vraiment pris plaisir à jouer le jeu et en fait j'ai été très curieux de savoir comment fonctionnait le jeu et de pouvoir à mon tour animer et de faire découvrir. Et donc voilà, je suis devenu animateur et là je suis en passe de devenir animateur pro, c'est-à-dire pouvoir proposer ces animations-là en entreprise. Et donc faire des campagnes de sensibilisation au sein de grosses entreprises et du coup de sensibiliser une nouvelle population. En fait, l'objectif, aujourd'hui, je suis animateur grand public, donc c'est des particuliers volontaires qui peuvent s'inscrire et venir participer à l'atelier. Je fais aussi des ateliers dans l'enseignement supérieur pour sensibiliser tous les étudiants. Et donc voilà, donc avec cette troisième casquette d'animateur pro, je pourrais aussi le faire dans le monde de l'entreprise. Et tu pourrais expliquer un peu comment ça marche le jeu? Ouais, alors en fait On c'est peut un jeu, spoiler? on spoil un peu, on va essayer de spoiler un peu pas trop, mais non mais le concept du jeu c'est que on démarre à aujourd'hui et donc tous les joueurs vont faire leur empreinte carbone pour savoir quelle est leur empreinte carbone actuelle. Et donc, à partir de ce postulat de départ, on va se dire que tous les joueurs représentent 10% de la population française. Et donc, le but du jeu, c'est de faire évoluer sa consommation personnelle et les choix de société, j'ai envie de dire, de toute la population française. Et donc, on va prendre des décisions au niveau de l'État. Et donc, à travers 8 tours de jeu, on va prendre des décisions au fur et à mesure des années qui vont passer pour changer le fonctionnement de la société et permettre une réduction de l'empreinte carbone individuelle et collective de la population française.
Pourquoi ça s'appelle d'automne? Ça part du principe qu'il y a eu la COP 21, donc en 2015, où il y a eu un accord international sur le fait que l'homme était responsable du changement climatique et que du coup, il fallait mettre en action des mesures pour pouvoir réduire cette augmentation de la température. Et donc, c'est l'objectif que l'on s'est fixé internationalement parlant, c'est de réduire la température à une augmentation de 1,5 degré à 2100. Et en fait, concrètement, pour réussir à limiter l'augmentation de la température de 1,5 degré seulement, il faut que collectivement sur Terre, l'ensemble des habitants aient une empreinte carbone de 2 tonnes par personne à 2050. Donc, on a un objectif collectif, tous sur cette Terre, de réussir à être une émission moyenne de 2 tonnes à 2050, si on veut respecter notre objectif international de limiter l'augmentation de la température à 2100. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui en France, un habitant en moyenne a une empreinte de 10 tonnes. Donc ça veut dire que de 2023 à 2050, il faut qu'on arrive à passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Voilà, et chaque pays n'a pas forcément la même consommation. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais il y a des solutions. Et donc le jeu permet d'avoir une idée précise des actions concrètes et de celles qui ont de l'impact dans son quotidien et au niveau de l'État, au niveau de la société, pour y arriver, en fait, simplement. D'accord. Il y a le débat que l'impact individuel est presque nul. Donc, c'est pas les individus qui devraient faire des efforts, mais Ouais. il faut passer les lois, il faut encourager les entreprises de faire le nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, et en même temps, on pourrait dire ça de tout. C'est-à-dire que, en fait, si on découpe tous les problèmes en tout petits, et ben, chaque petite partie d'un problème a que très peu d'impact. Donc, en fait, dire ça, c'est justement souligner la complexité du problème et de se dire que les individus ont que peu d'impact, mais en fait, du coup, les entreprises ont que peu d'impact, et du coup, les États ont que, en fait, tout le monde a que peu d'impact. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, en fait, moi, ce que je pense de cette réflexion-là, c'est bien, bah oui, bien sûr, c'est un enjeu collectif. Et du coup, il faut que tout le monde participe. Parce que c'est comme de dire, bon, bah en fait, l'empreinte carbone de la France, ce n'est que 1% de l'empreinte du monde. On va attendre que ce soit les pays qui ont le plus d'impact qui commencent. En fait, si on fait ça, il y aura toujours une façon d'identifier un groupe qui ne représente qu'une minorité du problème, et donc qui ne se sent pas concerné. Alors qu'en fait, c'est justement le contraire. On est tous concernés. Et donc, il faut que tout le monde participe à la résolution de la situation, quoi. Tu dis que Dutton propose aussi des solutions. Donc, Ouais. si tu veux partager quelques messages clés pour encourager les gens à suivre ces solutions, Alors en fait, alors justement, dans les messages clés de Ton. Alors attention, je ne suis qu'un simple animateur et j'imagine bien que les animateurs plus expérimentés que moi, ainsi que toute l'équipe des permanents de l'association de Ton et d'autant plus les cofondateurs de Ton seraient plus pertinents que moi pour répondre à cette question. Mais bon, vu que tu me poses la question, euh, je me lance. En tout cas, c'est ma vision à moi, en fait. À titre individuel, il y a des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête, donc savoir ce qui a de l'impact globalement au niveau des Français, mais il n'y a pas une bonne solution. Il y a surtout des solutions individuelles. Chacun apporte sa solution en fonction de son usage. Mais il se trouve que l'empreinte moyenne d'un Français, donc on dit qu'elle est de 10 tonnes, l'élément le plus impactant aujourd'hui chez un Français moyen, en fait, c'est le transport et le transport en voiture. Donc, si on prend la moyenne de tous les Français, c'est la voiture qui a le plus gros impact. Donc, la question, c'est de se dire, s'il y a un endroit où on veut agir, c'est sur son moyen de déplacement. Et du coup, c'est comment réduire l'empreinte carbone de son déplacement. Et donc, ça, c'est très personnel. Pour certains Français qui n'ont pas de voiture, c'est peut-être l'avion. Et donc, dans la moyenne française l'avion n'est pas ce qui a le plus d'impact. Mais par contre, dans la moyenne de certains Français, c'est ça qui a le plus d'impact. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire son bilan carbone pour trouver chez soi ce qui a le plus d'impact et donc ce qui serait plus efficace de réduire. Et la chose qui vient juste derrière, c'est l'alimentation. Et donc en France, on aime bien la viande.
notamment le bœuf, qui est la viande qui a le plus d'impact sur l'environnement. Euh, donc voilà, donc je dirais, première chose, c'est réduire son énergie, son utilisation d'énergie fossile dans ses déplacements, voiture ou avion, et réduire l'empreinte carbone de son alimentation. Dans l'absolu, est plus portée par le bœuf, mais par toutes les viandes de façon générale. Si on arrive à réduire sa consommation de viande, ça aura beaucoup d'impact. Et ce qui vient ensuite, c'est le chauffage, c'est l'énergie. Euh, et donc c'est soit bien isoler son logement, soit réduire, en fait, en tout cas, trouver des solutions de réduction de sa consommation de chauffage. Ça peut être par l'isolement, mais ça peut être aussi par l'acceptation de vivre dans des conditions moins chaudes. Voilà, mais voilà. Donc ça, on parle des actions individuelles. Évidemment, tout ça ne suffit pas. Il faut le faire, mais il faut aussi que les entreprises fassent leur part, se posent les mêmes questions. Donc il y a des histoires de scope pour calculer son empreinte carbone pour les entreprises, et c'est la même chose au niveau des institutions, des collectivités. Et donc c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui fait société qui doit se poser ces questions-là, et c'est tout ensemble que on va avoir un impact. Oui, en effet, il y a un autre facteur important, c'est pas de réduire ton propre impact, mais c'est d'en parler et aussi de proposer des solutions aux autres, de ne pas laisser aux autres à l'inconnu du changement climatique et à Ouais. l'inconnu des actions qu'ils peuvent faire. Ouais, et moi je dirais même, il y a la dimension un peu citoyenne, parce qu'en fait, par défaut, on a toujours tendance à dire que, en fait, nous, particuliers, on est des consommateurs, et que par notre consommation, on a un moyen d'action. C'est vrai, mais en plus de ça, on est aussi des citoyens. Et en fait, par notre nos préoccupations et ce qui a de l'importance pour nous, eh ben en fait, les politiques agissent. Et donc, il faut qu'on prenne notre rôle de citoyen, il faut que on manifeste nos intérêts auprès de ceux qui nous représentent. Et à ce moment-là, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Mais on oublie très souvent. Et on a l'impression que on est démunis, alors qu'en fait, le pouvoir nous appartient, puisqu'en fait, les politiques ne sont que des représentants des citoyens. Et donc, il faut absolument ne pas oublier notre rôle de citoyen, d'alerter, de faire remonter à nos élus, en fait, nos préoccupations pour qu'elles soient prises en compte et que des actions soient déclenchées. Et voilà. Et ça, je pense que c'est une part plus impactante que celle de la consommation. Et il y en a encore une autre qui est impactante, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps dans notre vie à travailler. Et en fait, à quoi contribue notre travail? Si on réfléchit à réduire son impact, son empreinte carbone dans sa vie personnelle, c'est une chose. Mais si en fait on passe tout le reste de notre temps salarié à participer à la production dans une entreprise qui n'est pas alignée sur ces enjeux, bah on se tire une balle dans le pied. Et donc on a un énorme levier devant nous qui est de se reposer la question de quel est le sens de nos métiers et quels sont les métiers dans lesquels il faut qu'on soit plus à travailler et les métiers dans lesquels il faut arrêter de travailler pour réorienter le sens de notre société à travers nos emplois. Ouais, donc tout ça, il y a une sorte de triptyque, Et, consommation, les entreprises et puis la citoyenneté. et en effet, il y a Content écologique, le nouveau syndicat qui Oui, aide à agir aux employés dans leurs entreprises pour changer les pratiques. Après, il y a aussi l'association Jobs That Make Sense. oui. Je pense que c'est aussi la même orientation. Alors ouais, alors pour parler de moi, Make Sense, c'est une structure que j'apprécie vraiment énormément et qui agit à plein de niveaux différents en fait. Make Sense a une plateforme d'emploi effectivement qui s'appelle Jobs That Make Sense, qui permet de trouver un emploi dans une entreprise qui répond à ces enjeux, que ce soit environnementaux, que ce soit sociaux, contre la discrimination, enfin c'est vraiment tout ce qui est droits environnementaux et humains et sociaux. Donc ils ont une plateforme de job, mais ils ont un ensemble de formations, un accompagnement à la reconversion, un accompagnement des entreprises à la transformation en interne, un accompagnement des entrepreneurs parce qu'ils ont un incubateur aussi, un accompagnement des associations qui sont déjà dans l'économie sociale et solidaire. Eux, ils ont compris que c'était un sujet justement en se disant bah non, bah c'est pas nous parce que nous c'est peu. Bah en fait ils accompagnent tout le monde. Et parce qu'il n'y a pas
il n'y a pas de mauvais endroit où aller en fait. C'est partout qu'il faut réussir à changer la culture de notre société. Ouais, tout à fait. Et à part d'automne, il y a aussi fresques climatiques, il y a fresques numériques, il y a Oui. beaucoup de jeux sérieux, interactifs. D'où ce succès? Et ben j'en sais trop rien. Dans mon projet Rutabago, on faisait une fois par an un séminaire ouvert avec toute l'équipe. Et à cette occasion-là, il y a quelqu'un de mon équipe qui avait organisé une fresque du climat. Et donc j'avais découvert la fresque du climat euh, à cette occasion-là. Donc c'est la première fresque qui a existé. Et en fait, il me semble que c'est l'outil pédagogique en fait qui est assez efficace où en fait il fait participer l'intelligence collective. En plus c'est visuel, on se l'approprie, on prend conscience petit à petit en rajoutant de l'information au fur et à mesure de la réalisation de la fresque. Et donc je pense que l'outil pédagogique, voilà, du créateur de la fresque du climat qui a été bien inspiré pour trouver un moyen de sensibiliser. Et donc une fois que cette fresque a été créée, bah, elle a fait des petits, quoi. Et donc, du coup, toutes les thématiques peuvent être modélisées de cette façon-là. Et je trouve que c'est moyen de prendre conscience, en tout cas. J'ai préféré, en fait, devenir animateur d'automne. Il n'est pas dans le même style. C'est-à-dire que toutes les fresques sont là pour prendre conscience d'un état, comprendre les causes et effets, les liens entre les éléments, entre l'humain, la nature et les dérèglements. Mais d'automne, c'est plutôt un jeu prospectif où on se lance dans l'avenir. Et voilà. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, dans cette envie de prendre en main de participer à trouver des solutions sur ces enjeux-là, j'aime bien l'idée de réussir à se projeter dans un futur souhaitable. Et donc, j'aime bien le constat est nécessaire pour prendre conscience, mais après pour engager à l'action, voilà, j'aime bien tout ce qui me permet d'avoir une vision, de projeter dans le futur et du coup de rendre ça possible. Ouais, c'est vrai, j'ai participé aussi à deux, à fresques climatiques et d'automne. Les fresques climatiques, c'est plus information et tu découvres le constat que ça va vraiment mal. Et d'automne, ça donne vraiment des outils, des actions concrètes par lesquelles tu peux agir. Donc, c'est un Complémentaire. peu l'étape suivante. Ouais, tout à C'est fait. que, ouais, il suffit pas de connaître, c'est le temps d'agir. Ouais. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est ça, il peut après là c'est on aborde un peu tout ce qui est autour de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que quand on prend conscience de quelque chose qu'on ignorait, ça nous tombe dessus et ça paraît brutal, ça paraît une montagne en fait. Et donc c'est intéressant d'accompagner la suite de ça. C'est-à-dire de se dire, bah, il faut pas rester tout seul face à cette montagne. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi à savoir comment est-ce que on commence à la gravir, sans savoir comment on va réussir à atteindre le sommet. Mais c'est bien ça l'idée, c'est de se dire, bon, en fait, c'est ce qui est devant nous. Il va bien falloir s'y mettre à la grimper cette montagne. Et chacun peut emprunter son chemin. Et en tout cas, collectivement, on y arrivera, quoi. Et donc c'est tendre la main à chacun pour qu'il commence à emprunter le chemin. Et surtout, plus tôt on agit, plus facile ça sera. Alors, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a une notion de dire que on peut attendre, mais ce sera plus violent ensuite, quoi. C'est un peu comme si c'est nous qui définissions la pente de ce qu'il va y avoir à grimper. Le sommet, il est toujours au même niveau. Nous, on est au même niveau, et donc plus on attend, plus la pente sera raide. Donc, plus tôt on s'y met, eh ben, plus le chemin sera praticable. Est-ce que tu rencontres beaucoup de gens avec l'éco-anxiété dans tes ateliers de d'automne? Oui, quand c'est des ateliers grand public, ce sont des gens qui sont volontaires pour venir faire l'atelier. Et donc, ça veut dire qu'il y a une première sensibilisation à ces sujets-là et ils sont curieux d'en apprendre plus. Et donc, généralement, c'est là que se passe l'éco-anxiété, en fait. C'est quand il y a un début d'éveil. Donc oui, il y en a beaucoup. En fait, ce que j'adore vraiment dans les d'automne, c'est cette idée de se projeter dans le monde souhaitable. C'est aussi Ouais, le mot que tu as utilisé, mais j'aime beaucoup cette approche. Au lieu de penser aux peurs et à tout ce qui nous retient et se renfermer avec tous les problèmes, c'est plutôt d'imaginer que le monde pourrait être meilleur et on peut y arriver. tout à fait.
Moi, j'adore l'idée que nous soyons en tant que société contraints, qu'on soit un peu au pied du mur. On est obligé de changer. Et en fait, cette obligation-là, c'est chouette parce qu'elle nous met un coup de pied aux fesses pour aller vers quelque chose qu'il faut construire. Et alors, si on s'y met, évidemment qu'on va construire quelque chose de super chouette. Parce que, en fait, c'est nous qui allons le construire. Ce qui est pas chouette, c'est si on le subit. Et donc, moi, j'aime bien l'idée de pas avoir le choix, parce que c'est un peu, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. Je me souviens, quand je suis rentré dans mon incubateur, on m'a dit, si tu gardes une petite activité à côté en parallèle et que tu essaies de lancer ton projet entrepreneurial, bah, en fait, tu y arriveras pas parce qu'à un moment donné, tu seras en difficulté. Et vu que tu as une issue de secours et que tu auras ton projet, ton emploi à côté, tu iras dans la sécurité. Par contre, si tu lâches tout et t'as que ton projet, et que tu n'as pas le choix, et ben là, tu te donnes toutes les chances de trouver une solution. Il faut lâcher prise, en fait, il faut lâcher la sécurité, il faut se lancer. Et là, on est capable de construire des choses incroyables. Par rapport à la transition, il faut pas qu'on s'accroche à l'ancien monde, il faut qu'on se dise, wow, qu'est-ce qu'on peut inventer? Lâchons prise sur tout ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on a envie de vivre en société, qu'est-ce que ça pourrait donner en intégrant ces nouvelles variables. Pas d'abondance, il y a des limites et du coup, on se rend compte de ça. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on a envie de vivre? Et donc voilà, moi je trouve ça super joyeux d'avoir la liberté d'inventer un nouveau mode de vie en fait. Tout à fait. Surtout on l'a inventé jusque-là. Il n'y a Et oui, rien qui ne limite d'inventer autre chose. complètement. Et ça aussi, c'est intéressant, hein, c'est de se rendre compte que on croit que tout ce qui fait notre vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'immuable, alors qu'en fait, c'est complètement récent. C'est très 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 récent. Il y a peu d'années, on n'aurait pas pu faire cet enregistrement à distance. C'est l'histoire de 20, 30 ans, 50 ans. Il y a 100 ans, c'était pas du tout la même histoire. Donc, tout ce qu'on a construit en 100 ans, bah, on peut construire quelque chose de complètement nouveau en 100 ans sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels tu participes? Bah, du coup, je m'ouvre un peu. En fait, je suis dans une phase de, j'ai envie de dire, d'alimentation de tout ce qui se fait, puisque je pense que pendant un certain nombre d'années avec Rutabago, bah, j'étais focus sur mon projet parce que j'étais porteur de ce projet et donc du coup je cherchais à fédérer des gens autour de mon projet. Et maintenant que je passe à autre chose, bah, en fait je m'ouvre pour voir tout ce que d'autres personnes font, toutes les initiatives qui existent et voir auxquelles je peux participer. Et donc Deux Tonnes en fait partie. Je me suis rapproché de Team for the Planet, qui est un nouveau type d'entreprise, hein, ou un nouveau type presque de fonds d'investissement, puisqu'en fait l'objectif de Team for the Planet, c'est d'investir dans des innovations et c'est de permettre à des créateurs, des personnes innovantes qui imaginent déjà les solutions qui vont nous permettre d'aller vers la transition écologique, bah en fait de passer à l'échelle et donc finalement d'être accompagnés par des entrepreneurs chevronnés qui vont permettre de faire la transformation de leur modèle et leur viabilité économique dans le système. La stratégie, c'est d'être le plus nombreux possible, et donc je crois qu'il y a plus de 110 000 associés aujourd'hui qui font une force multiple, parce qu'en fait, c'est ces 110 000 associés qui donnent la visibilité aux innovations à faire connaître, qui qualifient en fait du coup les innovations qui voudraient être promues dans ce cadre-là, et donc du coup ils font appel à l'intelligence collective pour qualifier les innovations. Tout le Ouais. monde donne son avis? Ouais, c'est ça. En fait, il y a un processus d'intelligence collective pour lire les dossiers d'innovation et lire les innovations dans lesquelles vont être investis l'argent récolté. Et donc, ça se fait dans un processus qui permet à tout le monde de participer et qui ensuite rencontre un comité d'experts qui est à chaque fois surpris de la qualité, de la qualification. Est-ce que vraiment tu as l'impression qu'on a un vrai mouvement de repenser le business, d'avoir le business qui est aux besoins de la société et pas à la recherche juste des bénéfices, ou c'est plutôt marginal? Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste, comme tu l'as remarqué, donc du coup, j'aurais plutôt tendance à dire que il y a des indicateurs qui montrent que on va dans ce sens-là. Il y a d'ailleurs, ça me fait penser au mouvement Impact France, qui est un peu le MEDEF de l'économie sociale et solidaire, et donc qui fédère énormément d'entrepreneurs autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'impact en général. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années.
oui, je trouve qu'on va dans ce sens-là. On va dans ce sens-là aussi à travers la législation, avec la création de la logique d'entreprise à mission, qui est quelque chose qui commence à se répandre de plus en plus, qui est un premier pas qui pour moi n'est pas suffisant, qui pousse les entreprises à exprimer quel est leur rôle dans la société au-delà de faire du profit financier. Donc je pense que inexorablement on va aller dans ce sens-là. Donc j'ai plutôt bon espoir. Maintenant, je crois que c'est une histoire de vitesse aussi. Il y a une accélération à avoir. Donc il y a une vraie tendance maintenant. Pour moi, il faudrait aller plus vite. Dans le Team for the Planet, comment ils sont financés? Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour aller chercher les investisseurs pour lever les fonds? Ah bah alors là, pour Team for the Planet, justement, je trouve que le défi est assez intéressant de la façon dont ça a été relevé. En fait, la stratégie, c'est d'avoir le plus grand nombre d'actionnaires possible, même si c'est des actionnaires qui ont mis que 1 euro. Parce que, en fait, ça fédère autour d'une vision partagée qui est le respect de la planète, le respect de l'environnement et limiter notre impact. Cette force-là fait que le projet a réussi à réunir plus de 100 000 actionnaires. Donc en fait, moi, je peux être un actionnaire. Tout à fait. Tout le monde peut l'être. Avec 1 euro. Avec 1 euro. Tout à fait. D'accord. Une fois qu'on est là, en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait cette adhésion d'un si grand nombre de personnes fait que ça a du pouvoir. C'est un peu comme se manifester auprès de nos élus. C'est que là, on se manifeste auprès d'une ambition de société qui nous réunit tous. Et du coup, ça, en fait, le capital, il n'est pas insensible à ça. Et du coup, ça sert à Team for the Planet à réussir à lever des fonds auprès d'entreprises qui disent bah oui, moi aussi je veux faire ma part, ou de grands actionnaires qui sont millionnaires et qui se disent que c'est vrai qu'on est en train de consommer notre planète et qu'en fait on va pas dans le bon sens et que en fait être riche dans une planète morte, ça sert à rien, et donc du coup qui vont vouloir participer à ce projet-là. Et donc en fait, je saurais pas te dire combien de millions ont été levés pour Team for the Planet. Je crois qu'on est au-delà des 100 millions qui sont investis dans les projets innovants de Team for the Planet, quoi. Et donc je crois qu'il y a 5 projets aujourd'hui dans lesquels Team for the Planet a investi et qui bénéficient de l'argent qui a été levé par Team for the Planet auprès de plus de 110 000 actionnaires. Nous tous, on donne, mais au-delà de donner, c'est plus on est nombreux, plus on donne envie à ceux qui ont d'énormes moyens de donner aussi. Et donc, voilà un moyen d'aller chercher de l'argent. Moi, si je reviens sur Vitabago, j'avais eu envie aussi de passer par la force du collectif, par le crowdfunding. Et c'est aussi parce que mon crowdfunding a rassemblé plus de 500 particuliers que des fonds d'investissement ont voulu croire au projet et qu'ils ont également investi ensuite. Parce que il y a les fondateurs, il y a le projet, il y a le business model, mais il y a aussi la communauté derrière. Et donc en fait, la communauté est extrêmement importante pour engager, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, la stratégie de Team for the Planet, c'est d'avoir la communauté la plus grande possible pour engager le plus massivement possible. Les gens ordinaires qui contribuent, est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? Est-ce qu'ils font des bénéfices? Ouais, alors l'objectif premier, c'est pas d'avoir un bénéfice. Donc en fait, l'idée c'est tu ne vas pas faire de plus-value financière en investissant dans Team for the Planet, mais par contre, tu vas avoir quota carbone, il me semble. Et donc en fait, tu vois, on va dire, la réduction de l'émission de CO2 liée à ton investissement. Donc plus tu mets, plus tu vois l'impact que tu as permis de réduire. Il y a un objectif qui est de réussir à terme à récupérer sa mise sans plus-value, mais juste récupérer ce que tu as mis, parce qu'en fait du coup c'est de l'argent que tu as finalement prêté pour permettre le développement d'innovations qui en fait deviennent pérennes et qui après du coup sont rentables, et donc on peut te rendre ton argent. Mais pour moi c'est pas du tout l'objectif premier. L'objectif premier c'est de dire moi je suis ok pour que cet argent je ne le revoie pas et que ça permette de réduire nos émissions au niveau planétaire. Ouais, qu'on trouve des solutions et qu'on est prêt à y contribuer directement avec notre argent. Voilà, c'est ça. Maintenant, voilà, il y a cette ambition, mais moi, ça me va de pas le récupérer dans le sens où on est dans de l'entrepreneuriat et ce qui compte, c'est de participer et de faire ce qu'on peut. Et si ça marche, en fait, on aura un retour sur investissement.
Disons, on récupérera notre argent et en plus, on aura réussi à faire la transition. Ce sera génial. L'objectif n'est pas de faire une plus-value financière. Tout à l'heure, tu as utilisé l'analogie suivante. Se manifester auprès des investisseurs, c'est comme de se manifester auprès de nos élus. Pourrais-tu développer davantage cette idée? Il y a plein d'élus qui ne demandent qu'à ce que les citoyens manifestent ce pourquoi ils veulent être représentés. Et moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je pouvais aller toquer à la porte du député de ma circonscription pour lui dire quelles étaient mes préoccupations de citoyen. Il faudrait que tout le monde fasse ça. La préoccupation d'un élu, c'est d'être élu. Il défend les intérêts des plus nombreux, en fait. Donc plus on est nombreux à vouloir défendre un intérêt, plus il va vouloir nous défendre pour être élu. On peut aller voir nos élus, ils sont là pour nous, en fait. Ils sont à notre service. Donc la politique et reprendre part à la politique en tant que citoyen est un axe très, très, très important. Ouais, tout à fait. Et les 5 projets dont tu as mentionné, Ouais. ils sont en quel stade? Eh ben, ils sont pas tous au même stade. Donc là, on rentre dans le technique. Il y en a une qui est plus avancée que les autres. Je crois qu'elle s'appelle Cool Roof France. C'est en fait une entreprise qui fait de la peinture blanche pour réverbérer les rayons du soleil sur tous les toits qui sont des artificialisations des sols. La chaleur est beaucoup plus forte sur un sol bétonné que dans une forêt ou sur de la terre. Et donc, en fait, ils ont créé une peinture qui n'est pas chimiquement négative et qui permet de renvoyer la chaleur des rayons du soleil dans l'atmosphère et réduire l'augmentation de la chaleur au sol. Donc ça, c'est assez simple comme action, mais ça réduit réellement, en fonction du nombre de mètres carrés peints, la chaleur. Ça a l'air d'être plutôt des choses simples. Tu vois, exactement. Le coup de la peinture, c'est malin. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas se déployer. Il faut juste faire connaître la solution, démocratiser et y aller, en fait. Par contre, il y en a qui sont plus complexes. Faire un système réfrigéré à partir d'eau, là, c'est vraiment des brevets, c'est vraiment de l'ingénierie pour réussir à créer ça. Et donc, il y a des tests, des mises à l'échelle. Donc, c'est plus compliqué. Mais pour le coup, c'est très très impactant parce qu'on se rend pas compte tout le froid qu'on a besoin de créer et qui crée de la chaleur, en fait, qui est fait à partir de gaz. Il y a énormément d'impact aussi par rapport à ça. En fait, un peu aussi comptant sur ton expérience avec le Tobago, est-ce que tu trouves que en ce moment, à l'actuel, c'est quand même difficile d'être une société à impact ou une société pas comme les autres? C'est que ça pose plus de défis et plus de difficultés à survivre et à prospérer. Oui, parce que c'est pas la solution mainstream, c'est pas la solution communément reconnue dans notre société, et donc forcément tous les mécanismes sont à adapter. Dans le cadre où aujourd'hui, voilà, ce qui est regardé sur une entreprise, c'est avant tout justement les bénéfices qu'elle va faire auprès des actionnaires, donc en fait l'argent qu'on va en tirer, et non pas son rôle pour la société, pour le bien-être, pour le respect de l'environnement, pour l'habitabilité de la Terre. Tous ces indicateurs qui sont ceux de l'entreprise à impact, ils sont pas de base considérés et pris en compte par tout l'écosystème du monde de l'entreprise. Et donc, il y a de l'évangélisation, de la prise de conscience. C'est encore quelque chose qui est minoritaire, et donc c'est forcément plus difficile de percer quand on n'est pas la reproduction d'un système existant. Revenons vers toi. Comment pourrais-tu définir l'étape actuelle de ta vie personnelle et professionnelle? Jusqu'ici, je crois que j'ai été quand même dans une dynamique de chercher le sens de ma vie à travers les réalisations. Et donc, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur, pour agir au quotidien et donner du sens à ce que je fais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de me reconnecter à la beauté de la vie que j'ai peut-être pas passé assez de temps à observer. Donc il y a un côté ralentir pour apprécier les choses un peu plus simples, sortir un peu de la surconsommation, de l'envie d'avoir toujours les derniers gadgets, et plutôt de revenir à l'immensément beau de la nature qui nous entoure. Parce que en fait, voilà, moi je me rends compte que j'ai perdu pied au fur et à mesure des années, ou peut-être que j'ai jamais eu pied. Et donc du coup, c'est presque un nouveau chemin pour moi que d'aller découvrir en fait un monde plus simple. Et donc ça passe pour moi vers vivre avec moins pour avoir moins envie de consommer, vivre avec plus de temps
pour prendre le temps de contempler et en même temps de partager comme tu le proposes aujourd'hui avec ce podcast mon cheminement, mes réflexions et mes découvertes en fait. Et donc à travers la sensibilisation et des ateliers d'automne, c'est aussi l'occasion d'expliquer, partager et puis un peu de donner envie parce que moi je crois que je suis assez heureux en fait, de mon expérience et de la vie qui m'attend. Et donc du coup, j'ai bien envie de partager ça si jamais ça peut rendre heureux d'autres gens. Est-ce que tu es en train de tester sur toi-même cette nouvelle théorie économique de décroissance? C'est que on peut vraiment vivre avec le minimum et on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Et peut-être bien oui, je pense qu'il y a de ça. En tout cas, j'ai envie de sortir de l'idée de me dire ah mais je gagne tant donc je peux faire tout ça. Et en fait, j'ai plutôt envie de dire de combien j'ai besoin pour vivre et du coup de me contenter de ça et du coup de me libérer d'un tas d'autres contraintes. Donc en fait, se libérer du pouvoir de l'argent et du pouvoir de la consommation. Donc ça, j'ai envie d'expérimenter ça pour avoir plus de disponibilité à découvrir des choses qui n'étaient pas visibles à cause du bruit et de l'intensité de la société. Donc, t'as complètement raison. En fait, j'ai envie d'expérimenter une logique de décroissance. C'est un peu négatif, mais de sobriété. Moi, je le raccroche un petit peu à sérénité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'apaisement qui est proche de la beauté aussi, et où on se rend compte, il en faut peu pour être heureux, comme dirait Balou dans le livre de la jungle. Voilà ce que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui, et il me semble que ça peut être un modèle de société assez chouette. Ça, c'est dont j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai envie d'aller faire une balade, j'ai envie d'aller faire du vélo, j'ai envie de profiter de la nature. Après, j'ai quand même besoin de manger, m'habiller, s'occuper de ma santé, quelques éléments clés. Oui. Et tu dis, OK, en préservant tout ce que j'aime bien faire, comment je peux gagner l'argent nécessaire pour satisfaire mes besoins? Donc Ouais. après, tu réfléchis, OK, peut-être pour gagner temps, j'ai besoin juste faire 2-3 heures par jour. Mais je crois qu'il y a même une meilleure finalité à ça. Mon souhait premier, c'était de créer un cadre de travail épanouissant. Tu vois, mon postulat de base, c'était de dire l'endroit où on passe le plus de temps dans sa vie, c'est au travail. Mhm. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, j'ai envie de passer moins de temps de ma vie au travail, ou alors j'ai envie de redéfinir ce qu'on appelle travail. L'idée, c'est de faire des activités, et elles n'ont pas toutes besoin d'être rémunératrices, en fait. Donc il y en a certaines qui doivent être rémunératrices, et il y a un équilibre qui se trouve, parce qu'il y a des choses que l'on fait qui ont de la valeur. Et donc ça, c'est en lien avec ce que la société valorise. En tout cas, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pas être sous le stress de ça, et de se dire, Je dois travailler parce que j'ai besoin de l'argent voilà, pour j'ai pouvoir dépenser. ouais. Donc c'est plutôt, je vais faire les activités qui font sens pour moi. Et donc, par exemple, si j'ai envie de m'impliquer en tant que citoyen dans des sujets qui me tiennent à cœur, plutôt que de monter une entreprise, une start-up, peut-être que je vais participer à la rédaction d'un plaidoyer, ou peut-être que je vais aller toquer à la porte du député de ma circonscription, voilà, ou peut-être que je vais me renseigner sur les associations qui existent autour de chez moi, et où du coup, enfin voilà, il y a une dynamique un peu de participer à des collectifs, de voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'intime conviction que en changeant comme ça de paradigme et en m'impliquant, en fait, j'ai la chance, ou on a tous, je pense, la chance d'être riche de notre vie et de nos expériences, et que du coup, ce qu'on a apporté à un moment donné sera rémunérateur. Et l'idée, c'est pas d'aller chercher le plus des rémunérations possibles, juste ce qui permet de vivre. Moi, l'idée de me dire, si à un moment donné, j'apporte quelque chose à quelqu'un en échange d'autres choses, et qu'on revienne à du troc, moi, c'est OK. Si j'arrive à rencontrer des petits producteurs dans le coin et que, je sais pas, moi, je leur répare leur tracteur parce que je sais bricoler, et que, en fait, du coup, ils me donnent un peu de fruits et légumes, c'est OK. Moi, ça me va. Et en plus, je leur ai aidé à réparer quand il en avait besoin, ou enfin, je sais pas moi, ou retaper un peu sa baraque parce que j'aime bien aussi faire des travaux manuels, ou alors travailler au champ. Pourquoi pas être saisonnier à un moment donné, au moment de la récolte où il y a besoin de bras.
Ok, pendant l'hiver, c'est pas la saison, on fait autre chose, on va se renseigner sur comment est-ce qu'on peut imaginer le modèle de gouvernance du territoire pour l'année prochaine, parce que là ça marche plus. On peut complètement imaginer autre chose et avoir une vie pleine de plein d'activités différentes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense à une grande partie, on rencontre cette crise démocratique, c'est parce que les gens, ils sont tellement pris par leur travail et leur amis qu'ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir à la société, à y participer. Et tout ça, ça prend quand même du temps. Bien sûr. C'est pour ça que l'idée, c'est pas du tout de rien faire, c'est de faire autrement. Ouais, Et par contre, c'est de réussir en faisant autrement, à le faire en se respectant. Parce qu'en fait, on est aussi dans une société où on n'a même plus le temps de penser à autre chose qu'à notre boulot, mais en plus notre boulot, on le fait dans une envie de performance jusqu'au boutiste qui est éreintante en fait. Et donc il y a quand même retrouver un rythme correct qui se respecte. ouais, c'est vrai que moi j'ai remarqué quand j'ai fait mon voyage en Asie, c'est que ici dans les sociétés occidentaux, on a peut-être deux mots-clés, c'est la vitesse et l'efficacité. Ouais, Donc en Asie, rien n'était efficace. Tu pouvais attendre des bus pendant 2 heures et tu t'énervais parce que ça marche pas, etc., etc. Donc en fait, les choses se font à la fin, donc tout marche. C'est juste que tout marche pas de façon aussi vite et efficace que l'entend en Occident. c'est-à-dire que du coup, nous, on est énervé quand ça marche pas. Parce que c'est Ouais, frustrant, parce qu'en fait, on fait tout pour que tout fonctionne au carré dans notre vie. Alors du coup, quand ça marche pas comme ça à côté, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors que si on changeait de philosophie et que finalement on acceptait les choses telles qu'elles sont et que du coup on en profitait pour avoir des nouvelles opportunités, peut-être on reverrait les choses sous un nouveau jour. C'est un peu la même logique que de dire que tu vas d'un point A à un point B, ton objectif est-ce que c'est d'y aller le plus vite possible parce que c'est du temps perdu, ou est-ce que finalement c'est pas l'opportunité de découvrir ce qui se passe entre A et B? Autant en prendre plus de temps, c'est juste de nouvelles expériences à vivre. Moi, je suis très curieux de découvrir cette façon de vivre-là, en fait. ouais. Parce que quand le bus il est 2 heures en retard, t'as beaucoup de temps pour rencontrer les gens et pour discuter et de voir une autre expérience. Et est-ce que ça, c'est pas de la richesse? Et est-ce que à la fin de la journée, quand on te dit, alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, soit on dit, j'ai poireauté 2 heures parce qu'elle était en retard, ou soit je dis, j'ai rencontré des personnes. C'était un moment humain, d'échange, Convivial. convivial, et voilà. Et en fait, ça suffit. Et ça remplit une journée. Ouais, c'est vraiment pas dans notre Ouais. culture. Et voilà, on arrive à la fin de notre échange, un échange bien riche et par les moments philosophiques. Et je voudrais te demander ma dernière question que je pose à tous mes invités. Quels sont les 2 livres qui t'ont inspiré le plus? Et je voudrais surtout te demander cette fois-ci les livres pour les entrepreneurs ou pour les gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, alors je sais pas si j'en ai plusieurs, mais j'en ai un que j'ai trouvé vraiment chouette, qui s'appelle Activez vos talents, il pourrait changer le monde, de Mathieu Dardaillon, qui fait partie de Ticket for Change. Il a quelques années, mais pour moi, c'est vraiment un super bouquin sur le lien entre l'entrepreneuriat, le développement personnel, les différents outils de développement personnel, de connaissance de soi et des autres au service de l'entrepreneuriat, et tout ça dans une dynamique de sens par rapport au développement durable, au respect de l'environnement. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse reco. C'est un bouquin qui est presque une technique, c'est-à-dire que c'est presque un coaching personnel. On le lit et il y a tous les outils à l'intérieur pour faire les exercices pratiques et se poser les questions sur son projet entrepreneurial. Il y en a d'autres? Non, mais je rigole. S'il y en a pas, c'est pas grave. Je réfléchis. Non, là, ce qui me vient, c'est que je l'avais plutôt écouté en audio livre. C'est très très entrepreneurial. Et je me souviens plus comment ce qu'il s'appelle. C'est le fondateur de Netflix qui a écrit un livre sur le développement de Netflix. Donc là, voilà, on sort du sens, on sort de l'impact. Mais par contre, la dimension entrepreneuriale, prise de risque, gestion des équipes, je trouvais ça intéressant, notamment sur un point. En fait, quand on est à la tête d'une entreprise, il y a toujours la question de la communication auprès de ses équipes. Est-ce que la transparence à tout prix est le meilleur outil de communication? Je dis ça parce que par moment,
euh, ça peut faire peur, en fait, c'est-à-dire de dire les choses, les risques, quand on est une start-up, quand ça fait 1 ou 2 ans qu'on existe, qu'on a quelques collaborateurs et qu'il y a un risque que dans 2 mois, on mette la clé sous la porte. Et ben le dire explicitement à ses équipes en disant peut-être que dans 2 mois tu auras plus de boulot parce que là on n'arrive pas à trouver les financements. Ça peut être stressant pour les équipes et ça peut être contre-productif. Et donc il y a la question de savoir est-ce que on est transparent ou est-ce qu'il y a des choses qu'on garde pour soi et ça fait partie de notre responsabilité de dirigeant. Voilà, moi je suis partisan de tout partager. Ça met une charge de responsabilité, une charge mentale à chacun un peu en plus, mais c'est beaucoup plus constructif et bénéfique sur le long terme. C'est ce qui s'est passé avec la fin pour le rachat de Rutabago. Il y a eu des moments difficiles pour les équipes, on était 30, et donc il a fallu faire un licenciement économique. Au moment où on a annoncé aux équipes que il y allait y avoir une dizaine de personnes licenciées, il n'y a pas eu de mauvaise réaction, parce qu'en fait tout le monde était au courant depuis toujours, et c'était la suite logique, et la date butoir était arrivée. C'est un moment difficile, mais ça n'a pas été un moment de surprise désagréable. Et voilà, donc une des inspirations de ce bouquin. Merci beaucoup Pierre, c'est vraiment un super échange. Merci d'avoir partagé tes idées, l'histoire de ton projet, et surtout ta vision très optimiste, la vision de vrai entrepreneur à impact. Merci en tout cas de m'avoir invité et de m'avoir permis d'expliquer tout ça. J'espère que ça plaira. Merci. J'ai vraiment aimé cette conversation avec Pierre. Je vais certainement tester les pas de Rutabago. J'adore des produits avec une histoire où je sens l'âme de ses créateurs. J'ai trouvé inspirant sa vision à la fois optimiste et orientée vers l'action. C'est une approche d'un vrai ingénieur. Définissons le problème et voyons comment on peut faire mieux. Ou en utilisant les mots de Pierre pour que ça ait du sens. Je pense que c'est vraiment cette attitude qu'il nous faut adopter pour résoudre le défi de changement climatique et repenser, réinventer notre façon de faire le business, mais aussi de vivre. J'ai trouvé l'approche sobriété, efficacité, remplacement intéressante et pratique. Si on veut avoir de l'impact positif sur l'environnement à notre niveau personnel, c'est très facile d'appliquer cette règle. Par exemple, avant chaque achat, pensons d'abord si on a vraiment besoin de telle chose. Si oui, choisissons la chose la plus efficace, qui a plusieurs fonctions ou meilleure qualité par exemple. Et en dernier résort, choisissons cette chose en matière avec moindre impact sur l'environnement. Ça va nous permettre non seulement de bénéficier de l'environnement, mais aussi économiser de l'argent et avoir plus d'espace à la maison. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille vivement de participer aux ateliers de fresques du climat et d'automne. En revenant vers Pierre, j'ai trouvé remarquable que son petit projet, conçu par la vision à faire des choses comme il se doit, avec le respect pour la nature, producteurs et consommateurs, a réussi à bouger les pratiques dans le domaine et lancer les vagues au-delà. J'espère que vous avez eu le plaisir d'écouter cet épisode et il vous a donné de nouvelles idées. On se retrouve bientôt dans le nouvel épisode. D'ici là, restez verts, restez motivés. Bye bye.